Est-ce qu'il est encore possible de faire de l'argent sur LinkedIn? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Petite présentation du coup, moi j'ai une agence qui est spécialisée sur LinkedIn, même si en réalité on intervient aujourd'hui sur un périmètre qui est beaucoup plus large que ça en prenant en compte la partie marketing et prospection, tunnel de vente. Donc en vrai, on accompagne vraiment, on est une agence marketing généraliste finalement, mais vu qu'on accompagne les dirigeants B2B, on a quand même une grosse spécialisation LinkedIn et la plupart des clients que j'ai aujourd'hui ont ce produit LinkedIn en appel. Donc très clairement, pourquoi je fais cette vidéo? Bah, la réalité, c'est que je la fais pour moi. Tout ce document-là, je l'ai préparé pour moi. C'est pour ça que ça va être intéressant pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire ce travail en direct de juger mon contenu et de voir ce qui va pas. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que il y a 3 semaines, j'ai voulu connecter un setter, donc c'est-à-dire qu'une personne qui va s'occuper d'aller contacter les personnes sur mon compte, et il a complètement massacré mes statistiques, c'est-à-dire que je faisais plus que 100 impressions par post. Et du coup, je suis un peu reparti de zéro sur mon compte. Alors là, je suis en train de retrouver mon reach, mais par contre, c'est-à-dire l'engagement, les personnes qui viennent liker, bah, j'en ai plus beaucoup. Et donc, c'est intéressant de faire ce travail de regarder tout ce qui va pas dans votre contenu à un moment donné. Peu importe, on a tendance à se reposer sur ses lauriers en disant, bah voilà, je suis installé depuis longtemps et donc ça marche. Et c'est intéressant de se dire à un moment donné, bah en fait, repose-toi sur la base. Là, je vais recaler tous les éléments qui pour moi ne vont pas. Qu'est-ce qui me manque dans mon contenu? Je sais qu'il y a énormément de choses qui manquent et je ne prends pas le temps de les faire parce que je suis devenu flemmard. Et donc on va regarder ensemble toutes ces règles, tous ces éléments pour justement attirer à nouveau des gens et pour être choisi par rapport à la masse. C'est le vrai sujet aujourd'hui. Je ne vais pas parler de setting, je ne vais pas parler de prospection, je ne vais pas parler vraiment de stratégie de contenu, je vais parler plutôt de... Je me suis fait une checklist de tous les éléments que je dois retrouver dans mon contenu justement pour être désirable auprès de mon audience. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on est quand même beaucoup et de plus en plus sur LinkedIn. Et lorsque vous avez vos concurrents en face, on se rend pas compte, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a une minorité de gens qui viennent capter le marché, que ce soit sur le SEO, que ce soit sur le Ghostwriter LinkedIn, que ce soit sur n'importe quel sujet, vous avez une minorité de gens, pardon, qui viennent capter ouais, 90% de l'audience parce que eux, ils ont compris ce qu'il fallait mettre en place pour être désirable. Et donc, c'est vraiment ce truc-là. Je me suis dit, je vais créer un référentiel sur cette partie désirabilité. Qu'est-ce qui manque dans mon contenu pour que je sois plus désirable? Évidemment, malheureusement, on n'a pas tous le facteur être beau gosse ou autre. Donc, malheureusement, ça, on peut pas faire grand-chose. Maintenant, il y a les autres éléments sur lesquels on va pouvoir travailler et sur lesquels je vais travailler à l'instant T. Donc, je l'ai fait en plusieurs étapes. Donc, 7 leviers. L'objectif, déjà, c'est d'être identifiable, d'être crédible, les transferts de confiance, bon ça c'est du bonus, j'ai envie de vous dire, mais quand vous avez quelqu'un qui vous recommande, que ce soit vos clients, que ce soit les personnes avec qui ils sont autour de vous en termes d'entourage, bah, ça a aussi un intérêt. Être mémorable, on en reparlera ensemble, et créer une connexion émotionnelle, ça va considérer, ça ne touchera pas tout le monde. La réalité c'est que bon, moi j'accompagne la réalité que des dirigeants B2B. Bon, si je leur parle de commencer à faire du storytelling et créer ce côté émotionnel, ils vont me dire de tout stopper, de tout stopper. Mais donc, sur des parties un peu plus freelance, ça peut marcher. Donner envie de vous suivre et donner envie de travailler avec vous. Levier numéro un, être identifié. Donc, la première question que je me suis posée, est-ce que j'occupe une catégorie suffisamment précise sur LinkedIn? À chaque fois, je vais faire le switch entre mon compte et le Word, tout simplement. Bon, la catégorie précise, là, en fait, je ne regarde pas mon profil LinkedIn. En fait, toutes ces questions-là, elles vont servir justement à regarder que ma création de contenu. Cette question-là, la réalité, c'est qu'elle a plus un intérêt de regarder par rapport à votre profil LinkedIn. Donc, est-ce que j'ai une catégorie suffisamment précise? Donc, dans mon cas, c'est que Ghostwriter LinkedIn. Est-ce que c'est suffisamment précis? Pas forcément. La réalité, c'est que si j'étais capable d'aller choper une niche plus restreinte, ça serait plus simple pour moi. Pourquoi je le fais pas? Parce que la réalité des faits, de par moi, mon expérience, c'est que pour moi, quand je prends un concurrent d'une autre personne, c'est-à-dire que si j'écris pour vous et que d'un coup le concurrent principal vient me demander d'écrire pour lui, bah, la réalité c'est que je vais lui dire non. Et donc c'est très compliqué pour moi d'avoir une seule niche sans d'avoir ce jeu de, bah, en fait, je me retrouve à écrire pour les concurrents. Donc si vous êtes capable d'avoir une niche très précise, c'est-à-dire secteur précis plus euh, ok, donc le premier levier sur lequel je vais pas trop m'attarder, en tout cas pardon, la première question, est-ce que j'ai une catégorie suffisamment précise? Bon, ça coule de source, mais est-ce que vous avez un service suffisamment précis avec un persona suffisamment précis? Je vais pas épiloguer là-dessus.
Moi, je me présente pas comme une simple agence LinkedIn, mais comme une agence plutôt de système d'acquisition. Bon, ça, c'est pas vraiment la manière dont je me présente. Aujourd'hui, c'est plutôt ghostwriting LinkedIn. Et la réalité, donc ghostwriter LinkedIn dans mon cas. Même si je fais, en réalité, on est quand même une agence marketing assez généraliste parce qu'on gère à peu près tout, sauf la partie ads pour l'instant. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, j'ai pas de persona. Donc je vise les dirigeants B2B avec qui, évidemment, la plupart du temps, ils ont plus de 10 à 20 salariés. Sinon, ça n'a pas d'intérêt en termes de budget. Mais par contre, j'ai pas forcément de persona fixe, même si j'ai une grosse appétence de par mon parcours bac plus phys, expertise comptable sur la partie financière, etc. Je me suis pas restreint à cette catégorie. Évidemment que si je m'étais restreint à cette catégorie, ça serait plus simple sur ma partie création de contenu. Donc c'est un fait. Est-ce que c'est une obligation? Je pense pas. Ça sera de plus en plus une obligation, je pense, à terme avec ce qui se passe avec l'IA. On est de plus en plus bouché sur pas mal de secteurs. Donc la partie persona va être de plus en plus importante. Mais en réalité, vu que je fais moi, dans mon cas précis, du setting, évidemment que j'ai un setting qui est spécifique pour justement ces professionnels du chiffre et de la finance. Et j'ai une autre typologie de setting pour les dirigeants B2B, avec des ressources à envoyer, des vidéos, des objections à traiter. Et donc en fait, en tout cas, moi sur mon compte aujourd'hui, je suis juste marqué Ghostwriter LinkedIn. Parce que ça ne me gêne pas pour la suite. Évidemment que si vous ne faites pas de setting, pas de prospection, ça veut dire qu'il y a seulement votre contenu qui doit parler pour vous-même. Et dans ce cas-là, bah, il faut être imprécis au maximum. Malheureusement, c'est tout, c'est tout le sujet quand on fait que la partie création de contenu. Et petit aparté, la réalité, c'est que pendant longtemps, j'ai fait que de la création de contenu. Ça devient de moins en moins évident d'attirer des leads sur LinkedIn que par de la création de contenu. À un moment, les gens qui vous diront le contraire sont souvent des freelances qui ont besoin d'attirer 1 à 2 clients par mois. En réalité, si vous commencez à rentrer en termes d'entreprise et d'avoir un flux permanent via LinkedIn, la création de contenu est insuffisante. Il faut la partie setting, il faut la partie prospection. C'est une évidence. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, évidemment, est-ce que ma promesse permet de comprendre pour qui je travaille et ce que cette personne va gagner véritablement? Ça aussi, c'est un sujet qu'on entend partout. Pour l'instant, c'est des questions évidentes, mais bon, je les ai quand même notées. Est-ce que ma promesse ne décrit pas une activité, mais rend vraiment la transformation obtenue par une cible précise? Si on regarde mon profil, la réalité, c'est que je ne vends pas une promesse chiffrée. Je parle de mon système. Je pourrais mettre des promesses de chiffres, mais pour moi, ça serait totalement erroné. C'est-à-dire que d'un client à un autre, on n'a pas les mêmes stats. Et pour moi, c'est vraiment une connerie à un moment donné de dire que voilà, vous avez 30% de conversion sur vos leads, vous avez 10 à 5 à 10 clients par mois. On n'est pas sur de l'AS, on est sur de la création de contenu plus de la prospection. Évidemment que j'ai des moyennes que je pourrais mettre en avant, donc je pourrais l'optimiser encore plus. Mais dans mon cas à moi, au-delà de mettre un bénéfice chiffré, est-ce que vraiment le bénéfice que je veux mettre en avant pour mes clients, c'est ça? Non, en réalité, à la base, je suis une agence de création de contenu. En tout cas, le cœur, c'était agence de création de contenu, même si on a mis en place tout autour la partie marketing. Et donc, dans ce cas-là, il y a d'autres bénéfices à mettre en avant. Évidemment qui sont moins sexy, mais vous pouvez très bien mettre un bénéfice notoriété, un bénéfice devenez le numéro 1 de vos secteurs. Voilà, il y a plein de bénéfices autres que les chiffres à mettre en avant juste pour ressortir du lot et avoir une promesse qui soit entre guillemets sexy pour l'audience. Ça, je m'attarde pas trop dessus. Comme je dis, c'est pas les éléments en fait. L'objectif, c'est qu'on s'attarde plutôt sur les éléments que vous aurez jamais entendus. La Big ID, ça c'est super important. Alors vous l'aurez rarement entendu en création de contenu, parce qu'en réalité c'est plutôt un terme de copywriting qu'on utilise justement sur des pages de vente, mais en fait il est totalement utilisable pour LinkedIn. La Big ID en fait c'est la conviction centrale qui doit ressortir de votre contenu. Donc à la base, comme je vous dis, c'est un sujet qui a été développé justement sur la partie marketing, page de vente, copywriting, et justement, l'objectif d'une page de vente, c'était d'avoir une conviction centrale. Lorsque le lecteur lit cette page, il se dit, OK, voilà, il m'a convaincu, il m'a fait passer de cette croyance-là à cette croyance unique. Et cette croyance, c'est quoi? Donc, dans ce cas-là, juste pour moi, la croyance unique que je veux faire passer, justement, dans mon contenu, plutôt, hop, mince, on va aller voir les posts, même moi à force. Et donc, dans les posts, la seule chose que moi je veux mettre en avant quand on me lit, c'est qu'en fait, la création de contenu juste des posts,
bah, elle est insuffisante. Ce qu'il vous faut, c'est un système marketing global autour de la création de contenu. Donc la création de contenu, le tunnel de vente avec une optimisation vraiment spécifique sur votre profil LinkedIn et sur vos liens sur votre site internet, la partie prospection et setting. Et donc c'est cet écosystème qui fait que vous aurez des rentrées d'argent et des clients sur LinkedIn. Et ça, c'est ma Big ID en fait. Et donc, est-ce que cette Big ID, quand on lit tous mes posts, est-ce qu'on est capable de la ressortir? On peut le faire de manière très simple. Premier post, moi mes posts, je parle des posts qui bident, ok. Deuxième post, je parle de mon framework en 3 étapes. Pilier de contenu, positionnement, format et calendrier, on n'en parle toujours pas. Le contenu généré par eux a-t-il la crédibilité? On n'en parle toujours pas. Je parle de Arte vs Cyril Hanouna, on n'en parle toujours pas. Et en fait, on regarde sur une semaine de contenu, finalement, bon, là c'était un peu spécifique parce que je tourne cette vidéo au moment où on est sur les incendies en Gironde, donc j'étais un peu particulier, la semaine était un peu particulière sur les publications, mais on se rend compte qu'à aucun moment dans la semaine, finalement, on ne comprend, on n'a pas mon idée centrale qui est de faire comprendre aux gens que si vous voulez des résultats sur LinkedIn, ben, il va falloir justement ne pas juste faire de la création de contenu. Donc la Big ID, au travers d'une semaine, donc moi je prends toujours la temporalité une semaine, bah, elle ne ressort pas. Et donc ça, pour le coup, c'est fâcheux et c'est qu'il y a un manque sur cette partie-là. Et donc là, vraiment, comme je disais, ma Big ID, la création de contenu ne suffit pas. Il faut que ça ressorte dans mes posts. Donc ça, premier élément sur lequel je dois travailler, ma Big ID, la Big ID ne ressort pas sur mes posts. Donc est-ce que j'ai un mécanisme unique qui rend cette Big ID crédible? Alors, il y en a beaucoup qui parlent de nommer leur mécanisme. Je pense que vous voyez toujours des noms à la con sur les freelances. On s'en fout un peu, c'est pas le sujet. C'est est-ce que j'ai une méthode, un framework qui est crédible? Bon, moi je l'ai pas. J'ai fait un truc très simple en fait. C'est comme je vous dis, c'est création de contenu, setting et prospection et tunnel de vente, pardon, parce que moi j'ai une grosse appétence copywriting de par mon background qui fait que finalement la partie tunnel de vente, très peu de gens en parlent, mais en fait, vous pouvez avoir de l'acquisition, si vous n'avez pas de conversion, ça n'a aucun intérêt. Et donc c'est cette partie-là, c'est vraiment les 4 points que je mets en avant pour rendre cette Big ID crédible, tout simplement. Donc ce mécanisme-là, je ne l'ai pas nommé, parce qu'il est très simple. Voilà, je touche à 4 piliers, et ces 4 piliers sont largement suffisants. Ouais, là, il manque un pilier, donc c'est 4 piliers, pardon. Contenu, prospection. Oui, c'est parce qu'en réalité, entre guillemets, prospection setting, c'est un peu, on va dire qu'on les met en un. Et donc là, c'est ces 3 piliers que je mets en avant pour rendre ma Big ID crédible. Est-ce que j'ai parlé de mon mécanisme? Bah, pas vraiment non plus. Et c'est intéressant parce que du coup, on se rend compte que le fait de, voilà, j'ai commencé à publier à l'instinct sur les dernières semaines. Alors c'est bien aussi de publier à l'instinct de temps en temps, ça vous fait du bien. Mais vous voyez un peu les statistiques que je me prends depuis que j'ai le setter qui s'est connecté à mon compte. Et donc, à un moment donné, justement, c'est de se dire, ok, c'est très bien de publier à l'instinct, mais est-ce que je coche les cases? Et les cases, bah, je les coche pas. Donc vraiment, ces 2 éléments-là, je les ai pas, il va falloir que je travaille dessus. Est-ce que je sais précisément ce qui valorise le plus ma différence? Ça, c'est un vrai sujet. Moi, ce qui valorise le plus ma différence, dans mon cas concret, c'est le fait que je suis copywriter au-delà d'être ghostwriter. Donc copywriter, c'est vraiment sur la partie axe conversion, rédaction page de vente, tunnel de vente surtout. La plupart des ghostwriters ne l'ont pas, ils sont tous orientés personal branding, notoriété. Et donc ça, c'est quelque chose que je mets souvent en avant dans mon contenu. Alors sur la dernière semaine, encore une fois, je ne l'ai pas fait. Et donc c'est vraiment réfléchir, voilà, comment je sors du lot, quels sont les éléments que je peux mettre en avant, qu'est-ce qui valorise le plus ma différence. Et moi, vu que j'ai un persona en plus qui est beaucoup financier, évidemment que le fait que j'ai fait bac plus 8 expertise comptable juste avant de fuguer, avant de passer le diplôme final, ça aide. Et c'est quelque chose que je dois beaucoup plus pousser dans mon histoire. Ça, je le mets pas assez en avant. Donc expert comptable. Ça, c'est quelque chose que je dois beaucoup plus pousser pour ma cible professionnelle du chiffre. Et je le fais pas tellement, parce que je crois que j'ai un rejet un peu de mon ancienne vie, je le cache pas, je le cache pas tellement. Donc, mais je devrais le mettre en avant, c'est quelque chose qui convertit énormément. En closing, ça convertit énormément. Et pourtant, sur ma création de contenu, je suis pas sûr que tout le monde le sache que j'ai été pendant 7 ans en cabinet d'expertise comptable. Est-ce que ma sélectivité confirme mon positionnement?
Là, c'est plutôt dire qu'à un moment donné, c'est intéressant de montrer ce côté un peu premium et de montrer que, OK, on refuse des missions, on refuse certains types de prestataires, voilà, de caler vraiment un cadre. Voilà les types de prestataires avec lesquels je ne travaille pas. Ça, la réalité, c'est il n'y a pas besoin de le mettre chaque semaine, mais c'est intéressant de le rappeler de temps en temps pour vraiment montrer que, OK, je travaille pas avec tout le monde, je prends pas du tout venant. Donc ça aussi, je le fais pas souvent et c'est vrai que c'est un point sur lequel je devrais travailler. De toute façon, toutes les questions que vous allez voir, c'est des questions sur lesquelles j'ai fait exprès de prendre les questions sur lesquelles j'ai un manque. Donc voilà un peu. Est-ce que je connais mes vrais concurrents? Ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que je connais mes vrais concurrents? Là, vous allez vous dire, bon, voilà, par exemple, je suis ghostwriter LinkedIn. Qui sont mes autres concurrents ghostwriter LinkedIn? Non, pas du tout. En fait, c'était, je sais plus qui te disait ça, sur les ads sur Instagram, le vrai sujet, euh, je crois que c'est, alors je vais le dire extrêmement mal, mais en gros, c'était de dire que le vrai sujet pour vous, en fait, votre vrai concurrent, c'est Netflix, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de scroller sur Instagram, les gens vont regarder Netflix. Donc, c'est vraiment regarder un peu c'est quoi vos vrais concurrents au-delà du concurrent factuel qui est les autres ghostwriters LinkedIn de la plateforme. Donc, pour moi, c'est un peu je fais moi-même. Ça, c'est le numéro un, je pense, en concurrent, je fais moi-même et je fais mal. Donc, je fais moi-même, trouver toutes les potentielles objections, tous les arguments sur lesquels on va rebondir pour lui montrer que, ok, tu fais toi-même, mais tu le fais toi-même très très mal. Donc, deuxième élément, évidemment, c'est non, mais moi j'utilise l'IA. Ok, tu utilises l'IA, mais pareil, trouver toutes les objections pour lui montrer qu'il n'a pas les résultats, c'est très simple, hein, c'est très factuel. À un moment donné, si je lui montre que nous, nos clients, en moyenne, c'est 5 clients générés par mois, 6 clients signés, et que lui, il n'en a aucun avec sa création IA, bon, c'est très simple de démonter son idée que l'IA, bon, bah, c'est pas si fou que ça pour la création de contenu. Et la personne qui a un recrutement en interne, pareil, en fait, c'est les mêmes typologies d'objections. Est-ce que vous avez les résultats attendus? Est-ce que vous générez de l'argent via LinkedIn? Parce que moi, c'est le sujet que je mets le plus en argent, c'est générer de l'argent. Même si aujourd'hui, on a aussi une sphère euh, recrutement, parce que c'est un vrai sujet pour tous mes clients aujourd'hui, surtout bah, la plupart de mes clients ont voilà, entre 20 et 50 salariés, donc ils ont des besoins de recrutement permanents. Et donc, en fait, bah, dès qu'on peut avoir des recrutements, on en a et on a des super résultats sur ça. On lance des campagnes. On va bien plus loin que la simple création de contenu. On va bien plus loin que le fait de payer LinkedIn pour avoir des campagnes. Et donc cette partie-là aussi, je pourrais la mettre en avant. Donc, l'IA, le fait de faire soi-même, le coût de l'inaction aussi. Le coût de l'inaction, voilà, je ne fais rien sur LinkedIn. Donc, de toute façon, ça passe toujours par montrer de la preuve chiffrée, de la preuve sociale. Voilà, on a aidé telle typologie de clients dans votre industrie à atteindre tel résultat, hein, tout simplement. Mais donc ça, je ne le fais pas non plus en fait. Je suis devenu très flemmard sur LinkedIn, il va falloir que ça change. Et donc tous ces éléments-là, bah, je coche aucune de ces cases, tout simplement. Ça, c'est surtout un très bon élément aussi en setting, c'est-à-dire que quand vous allez parler à des personnes en messagerie privée, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas le mot setting, évidemment que ça, vous devez avoir blindé toutes vos réponses sur ces trois éléments-là, évidemment. Être crédible. Est-ce que mon parcours me rend crédible? Évidemment que moi, pour les professionnels du chiffre, si j'ai cette partie-là, ça me rend crédible. Mais encore une fois, vu que j'en parle pas tant que ça, alors évidemment sur mon profil j'en parle, mais comme je vous dis, là je me focus que sur mes posts LinkedIn. Est-ce que via mes posts on comprend qui je suis? Est-ce que ça me rend crédible pour autant? Pas forcément. Donc ça aussi c'est un point à retravailler. Donc mes années de mémorialisme, mes années en cabinet, mes années en tant que responsable de clientèle, c'est des choses que je mets pas tellement en avant, que je devrais mettre en avant pour rendre crédible, en tout cas le parcours adressé aux professionnels du chiffre. Donc moi, c'est CGP, expertise comptable, DAF. Alors, professionnels du chiffre, évidemment que CGP, c'est pas dedans. En fait, c'est tellement proche de par le fait qu'on travaille souvent ensemble avec des CGP, je les inclus dedans dans les personnes que j'accompagne sur cette partie-là. Est-ce que j'ai d'autres éléments de mon parcours à mettre en avant? Évidemment, en réalité, j'ai accompagné pas mal de startups, pas mal de comptes sur lesquels on a eu des super résultats. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je mets en avant. Alors je le mets de moins en moins en avant pour la simple et bonne raison que bah voilà, je suis devenu flemmard et que bah, il faut faire des screens d'écran sur mon WhatsApp. Tous mes clients sur son WhatsApp, il faut que je prenne des screens d'écran. Alors que j'ai Metricool aussi qui est en automatique. Donc Metricool qui est
un outil de publication des données, j'aurais juste à le brancher en API avec mon IA pour aller chercher les données et faire des posts, et je ne le fais pas. Donc ça aussi, c'est un point, je mets pas assez de résultats clients en avant. Donc ça aussi, ça va être un super point sur lequel travailler pour moi. Est-ce que j'ai moi-même obtenu le résultat que je promets? Ça, c'est le truc le plus difficile pour moi à faire. Je déteste être, entre guillemets «prétentieux». Il faut savoir que moi-même, j'ai eu un ghostwriter LinkedIn, un ghostwriter de mon agence sur mon compte. C'était beaucoup plus simple pour moi, cette partie-là à l'époque, parce que du coup, c'est lui qui gérait, et le fait d'entre guillemets d'être prétentieux et de dire voilà, j'ai fait 100 000 impressions sur ce post, j'ai fait 5 clients cette semaine en rendez-vous, ouais, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, j'ai jamais aimé le faire, j'ai jamais aimé me mettre en avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je devrais travailler. Et oui, la réalité, je peux donner un cas concret, moi. L'année dernière, j'ai dû prendre 3 accompagnements à plus de entre 5 et 10 000 euros. Ouais, entre ouais, 3 fois 5 000, les 3. Et à chaque fois, la réalité, c'est que j'étais les voir parce qu'eux-mêmes avaient les résultats. Et pourtant, moi, de mon côté, je ne montre pas que j'ai moi-même les résultats. C'est une idiotie absolue. Ça montre un peu la réflexion et le fait qu'à un moment donné, évidemment qu'il faut avoir une typologie de création de contenu qui correspond à notre manière d'être et nos valeurs et ce qu'on est capable de supporter en contenu, hein. Mais quand même, je devrais beaucoup plus me mettre en avant, je le fais pas assez. Donc ça, c'est un point. Vous aussi, je pense qu'il y a sûrement des choses que vous pouvez améliorer sur ça. Et donc, c'est super important si vous faites du SEO. Évidemment que j'espère que vous avez un site internet avec du SEO et que vous avez des très bons résultats. Sinon, ça n'a aucun intérêt. À un moment donné, le cordonnier le peu mal chaussé, le cordonnier, pardon, plus mal chaussé, à un moment donné, il faut que ça change. Et il faut savoir se mettre en avant et avoir les résultats de notre côté aussi. Mais évidemment que si on n'a pas cette partie-là, parce qu'on n'est pas tous dans ce cas, bon, on a juste à mettre nos résultats clients en avant, hein. On est plein de ne pas malheureusement faire le nécessaire pour nous et ne mettre en priorité que nos clients, ce que je trouve un peu dommage. Donc comme je vous disais, est-ce que j'ai des résultats clients contextualisés? Toujours la spécificité, hein, des chiffres. On ne donne pas des chiffres généraux, on essaie vraiment d'aller dans le détail, de montrer sur des périodes, sur des chiffres donnés. Vraiment, on essaie d'aller vraiment rentrer dedans. Plus on est spécifique, plus de toute façon, ça va capter l'attention. Donc, étude de cas, pareil, ça rejoint les cas clients. Mes affirmations sont-elles appuyées par des détails précis? Ça aussi, de toute façon, on le voit bien sur LinkedIn aujourd'hui, la création de contenu. En fait, tout le monde peut en faire. Des conseils, tout le monde peut en donner. Et comment vous pouvez rendre cette création de contenu crédible? Bon, bah, évidemment que de toute façon, ça passe par le fait de quand je donne un conseil, je prends toujours moi un exemple de ce que j'ai vécu au travers de mes clients. Et encore plus, j'essaie de trouver des détails précis et chiffrés, tout simplement. Donc ça, c'est super important. Aujourd'hui, juste dire voici les 3 étapes pour atteindre tel bénéfice, non, c'est nul. Racontez-le au travers d'une histoire client. Avec ce client-là, on a fait X chose, on a atteint tel résultat. C'est beaucoup plus immersif et vous allez voir de bien meilleurs résultats sur LinkedIn. Est-ce que j'ai réuni plusieurs formes de preuves? Et bien là aussi, je suis complètement nul, alors que j'ai dû accompagner plus d'une quarantaine de dirigeants. J'ai jamais demandé de vidéo, donc là je suis en train d'en redemander parce que il y a tellement de choses qu'on fait pas malheureusement et que j'ai jamais eu trop besoin de prospecter, etc. Donc rien que par le bouche à oreille, je faisais mes choses. On est beaucoup à faire ça. Et malheureusement, à un moment, ça a ses limites. Donc évidemment, capture, screen, témoignage, surtout témoignage vidéo. Un témoignage vidéo, ça a tellement plus de valeur. Donc ça aussi, c'est un super sujet sur lequel je dois travailler et que je dois demander à mes clients. Ça leur coûte rien et en réalité, je suis sûr qu'ils seraient très contents de me le faire. C'est juste que je ne demande pas. Donc ça aussi, point à bosser. Est-ce que vous voyez différentes preuves sur ma création de contenu? Bon voilà, sur les dernières semaines, il n'y en a aucune. Donc ça aussi. Bon, de toute façon, les dernières semaines, comme je vous disais, c'est beaucoup plus orienté incendie en Gironde. Donc c'était ça aussi. Je me suis perdu. Hop! Donc mes preuves sont-elles vérifiables par un tiers? Ce qui peut être sympa, bon, l'objectif de toute façon, sont-elles vérifiables par un tiers? Évidemment, si vous faites un post LinkedIn avec le nom de la personne, vous la taguez, bon, évidemment que à part si elle vous met
un commentaire comme quoi tout est faux, bon, ça reste quand même bien suffisant. Mais évidemment que le plus simple, c'est quand même d'avoir du côté client, potentiellement un post qui parle de vous, ça serait encore mieux, tout simplement. Donc ça aussi, ça peut être un sujet sur lequel travailler. Et ça aussi, évidemment, que je ne l'ai pas fait. Est-ce que je montre aussi des preuves inconfortables? Bon, ça, c'est pas une obligation, hein. C'est juste le montrer le «je suis parfait, tout est parfait, tout va bien». Montrer ce côté un peu vulnérabilité sur le fait que, bah, voilà, sur certains clients, malheureusement, on a eu des résultats qui sont en dessous et je sais pourquoi. Ouais, montrer un peu ce côté que, voilà, on n'a jamais 100 de réussite. De toute façon, 100 de réussite, la réalité, c'est que ça n'existe pas. Et ceux qui me mettent 100 de réussite parce que j'en vois sur leur réseau, bon, à un moment, c'est du foutage de gueule parce que il y a je vais prendre mon cas concret sur la partie création de contenu. Il y a une part qui est la partie offre, positionnement, qui vient du client. Et si lui, cette partie-là, elle n'est pas bien faite, bah, la réalité, c'est qu'on n'a pas de miracle sur la création de contenu. Donc évidemment que j'ai eu des loupés sur ça et que évidemment je ne prends plus ces personnes qui ont une offre et un positionnement qui n'est pas assez travaillé pour que je puisse avoir de très bons résultats. Donc avoir des preuves inconfortables, oui. Est-ce que ça c'est partie intégrante de la création de contenu toutes les semaines? Évidemment que non. Et c'est pas un impératif honnêtement. Mais c'est toujours intéressant d'en avoir. Mon contenu aide-t-il l'audience à mieux juger les informations du marché? Donc là, l'objectif, en fait, c'est plutôt de faire des comparatifs. En fait, vu qu'on a, je vais prendre toujours mon cas, hein, Ghostwriter LinkedIn, il y en a plein sur le marché. Tout le monde raconte la même chose. Franchement, je m'ennuie en lisant les Ghostwriter LinkedIn. Et donc, comment, au travers de ça, vous allez vous démarquer du lot et vous positionner et donner des conseils pertinents à votre audience, justement pour choisir un peu le bon Ghostwriter. Donc ça aussi, ça peut être un sujet. Je le fais pas tellement parce que ouais, j'aime pas parler de mes concurrents. C'est pas la phrase phare que je veux mettre en avant. Enfin, c'est pas la question la plus intéressante sur laquelle traiter. Je trouve qu'elle est un peu secondaire. Mais ça peut être toujours intéressant de voilà, d'expliquer un peu à l'audience. Voilà, si vous prenez un ghostwriter, faites attention à ça, 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 ça. Je l'ai déjà fait. Ça reste du contenu ponctuel qui n'a pas forcément lieu d'être là chaque semaine. Bénéficier des transferts de confiance, ça c'est vraiment l'élément le plus puissant. Franchement, je donne un cas concret, hein, LinkedIn avec Thibault Louis. Franchement, la réalité c'est que Thibault Louis, le levier 3, c'est sa force en fait. Avec à chaque fois ce qu'il fait tous les mois, je sais pas, il met en place alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il organise tous les mois un espèce de challenge avec des personnes qui doivent publier tous les jours et ça crée un bénéfice de transfert de confiance où tout le monde part de lui, où chacun réseaute entre eux. C'est incroyable ce truc-là, c'est vraiment le levier numéro un qu'il a mis en place. Et donc justement, c'est avec qui je suis vu régulièrement, qui me cite, m'invite ou me recommande. Est-ce que je provoque des collaborations qui m'ouvrent de nouveaux cercles? Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment quel est votre entourage, avec qui je suis vu. Ça, c'est vraiment le hack ultime. Si vous pouvez, si vous pouvez être trouvé avec des personnes qui sont intéressantes, faites-le. Et d'ailleurs, alors je devrais pas le dire, mais j'ai un client qui m'avait fait la remarque en me disant, ça marche tellement, ça, je crois que je vais créer des fausses images IA à côté de personnalité. Bref, je lui ai dit, bon, ça, tu te le fais seul parce que je le ferai pas pour toi, évidemment. Mais du coup, c'est vrai que évidemment que c'est un super point. Si on vous voit à côté de Macron en photo, évidemment que bon, soit vous allez vous faire retrouver votre adresse et vous allez vous faire casser les deux jambes, soit justement vous allez recevoir des belles opportunités. Mais évidemment que c'est un vrai avantage d'avoir un entourage qui soit reconnu et connu. Les personnalités qui me suivent, évidemment, quel client prestigieux me faut confiance. Bon, là aussi, ça, on revient sur les témoignages, les cas clients à mettre en avant. Quelle marque accepte publiquement d'être associée à moi? Est-ce que je suis présent dans des cercles où se trouve mon marché, etc., etc. Ça aussi, c'est des points sur lesquels je mets beaucoup en avant sur les clients en leur disant, voilà, dès que par exemple, donc moi sur des clients experts comptables, voilà, dès que tu fais des events qui touchent à la profession, mets-le en avant en fait. Ça rentre dans cette partie réseau professionnel, crédibilité, et c'est un intérêt pour toi direct. Les logos des clients affichés, évidemment. Les médias apparus, évidemment. Quels chiffres parlent immédiatement pour moi? Le nombre de clients accompagnés, les années d'expérience, les abonnés qualifiés. Tous ces petits éléments-là, en fait, on va les dispatcher dans les posts LinkedIn, que ce soit via le hook, donc les trois premières lignes du post, alors c'est pas toujours trois maintenant,
au sein du post LinkedIn, sur des call to action, vraiment partout ils sont dispatchés, sur votre profil LinkedIn pareil. Si on prend mon profil à moi, si vous regardez bien, hop, sur ma bannière, alors je suis en train de créer la 3e bannière, mais par exemple, les chiffres là, si ça apparaît, bon, ça veut pas charger. En fait, les 3 chiffres là, je vais les mettre en avant sur la 3e bannière. Donc vraiment 40 millions, 40 dirigeants accompagnés, plus de 20 millions de générés, plus d'1 million de CA générés pour mes clients. Bon voilà, c'est des chiffres importants que j'essaye de mettre en avant tout simplement. Les récompenses et les certifications, honnêtement, bon, ça c'est du bonus, mais les gens s'en fichent un peu aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est du résultat. Les événements sur lesquels on a pris la parole, évidemment, si en plus vous avez pris la parole, il faut le faire. Les clients, moi j'en ai pas mal qui ont écrit des livres, évidemment qu'il faut les mettre en avant. Est-ce que j'ai des recommandations publiques et signées? Ça aussi, on peut les mettre en avant. Être mémorable, donc ça, 4e levier. Est-ce que j'ai un prisme constant? Est-ce que j'ai une manière d'aborder les sujets qui est différente du lot? Ça va être plutôt vraiment votre schéma de pensée et votre typologie d'écriture. Est-ce que j'ai un prisme différent? Moi, dans mon cas, si je prends un archétype, j'ai un archétype un peu plus humour, clivant, troller du marché, c'est-à-dire que j'aime bien taper sur les fausses solutions. Donc ça, c'est ma manière d'être. J'ai un côté un peu humour, je me prends pas trop au sérieux, je me prends pas trop la tête. Est-ce que j'ai un prisme unique? Pour le coup, oui, j'ai un prisme assez unique dans ma manière de parler. Je prends un cas très concret sur... on retourne sur un des posts. Chacun doit un peu trouver sa manière de parler sur LinkedIn. Donc là, je parlais du fait que moi, je change souvent ma photo de profil, chose qu'il faut absolument pas faire. Et évidemment, moi, j'arrive toujours avec ce côté un peu humour, ma manière de parler, en disant voilà, moi, la photo de profil, je la change toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour que je change à nouveau ma photo. Là, je suis un peu en mode provoque avec une photo un peu storytelling, un peu comme beaucoup font, et je tape du coup dessus en disant voilà, je me fiche un peu de la tronche de ceux qui font ça. Et évidemment, je dis que j'étais à 2 doigts de mettre une citation Life is too short, voilà, vraiment comme beaucoup le font en mode influenceur. Donc voilà, c'est un peu mon archétype, un peu troller entre guillemets. Donc chacun doit un peu trouver son prisme et sa manière de parler et son unicité sur le marché. Je pense qu'on a tous un côté unique, que ce soit par le côté expertise, par le côté votre expérience, votre vécu. Donc il y a vraiment pas mal de choses à mettre en avant pour vous différencier de votre marché. Vos convictions. Ça vient avec la Big ID. Donc moi, ma Big ID, c'était le fait que la création de contenu est insuffisante. Il faut la partie prospection, setting et tunnel de vente. Au-delà de cette Big ID, pour moi, il y a des convictions qui viennent toucher à cette Big ID. Donc comme je vous disais, bon, mes convictions, c'est que le setting, c'est un élément incontournable aujourd'hui pour générer des clients sur LinkedIn. Que une seconde conviction, par exemple, que la partie acquisition, création de contenu, si votre profil LinkedIn il est éclaté, qu'il n'y a aucune optimisation sur la partie conversion, ça aussi c'est vous n'aurez pas de résultat, ça aussi c'est une conviction. La conviction qu'il faut être que sur LinkedIn pour du B2B, bah c'est faux. Nous on accompagne des clients B2B au-delà de LinkedIn parce qu'évidemment que on a tendance à tous les coachs LinkedIn ont tendance à prôner voilà, LinkedIn c'est l'endroit B2B il faut être. Non, il y a d'autres endroits il faut être. Donc ça aussi c'est de mes convictions. Donc il en faut 3, 4, 5 comme ça sur lesquels vous allez souvent retaper dessus. Et en fait, évidemment que plus vous êtes à contre-courant sur cette partie-là, plus vous aurez plus de visibilité sur le marché. Donc ça aussi, c'est des choses que je mets plus trop en avant en ce moment. Bon, de toute façon, ma création de contenu, comme je dis, elle est très mauvaise en ce moment, donc ça me fait du bien de me le rappeler. Donc ça aussi, les convictions à mettre en avant, bosser dessus, chercher, quels sont les éléments à contre-courant sur lesquels je peux retaper, mais évidemment que ça reste lié à votre Big Adi, un ensemble général. C'est quoi mon idée générale que je veux me transmettre au sein de mon contenu, et à partir de là, je découle d'elles 3, 4, 5 convictions principales. Est-ce que j'ai des actifs distinctifs que je répète suffisamment? Alors, là, il y a plusieurs choses. Donc, expression, très intéressant. Je peux donner un cas concret de Sixtine Mouliberto qui vous donne à chaque fois une phrase de fin, par exemple, prenez la parole avec le petit micro. Je trouve ça intéressant. C'est une petite expression qui revient. Un concept qui revient, par exemple, j'en sais rien,
un Chris Scully, pour ceux qui le connaissent, qui fait de l'apport d'affaires pour des devs, qui lui vient toujours taper sur les CDI, entrepreneurs, donc freelance vs CDI. Vu que lui, il vient donner de l'apport d'affaires pour des freelances, évidemment qu'il avait tout intérêt à faire ça. Et il l'a fait par le biais de l'humour, en mettant des mèmes, ce genre de choses. Mais en fait, à chaque poste, cette idée revient. Donc il est vraiment mémorable pour ça. Un format visuel, ça aussi, c'est intéressant d'avoir toujours les mêmes couleurs, évidemment, hein, qui se démarquent du lot. Un concept même qui est intéressant, moi, ce que j'essaie d'avoir, c'est des concepts récurrents pour les clients sur lesquels on va pouvoir chaque semaine rebondir. Ça pourrait être très bien chaque semaine, bon, j'ai pas forcément d'idée là en tête, mais là, par exemple, moi, j'ai une de mes ghostwriters qui, chaque semaine, vu on est sur des profils DAF, donc elle est spécialisée sur la partie justement profession financière et directeur administratif et financier externalisé, chaque semaine, elle réécrit un post LinkedIn pour un DAF et elle le fait sous forme de carrousel. Donc c'est un format récurrent qui retombe chaque semaine et qui fait son petit bout de chemin et qui lui permet d'être reconnu pour ça. Je vous donne un autre cas concret, Kéline Sagnier, qui était un de mes clients, donc qui avait un cabinet d'expertise comptable, mais justement qui avait surtout une formation pour les experts comptables pour apprendre justement toute cette partie marketing, spécialisation, etc. Et lui, ce qu'on avait fait, en fait, c'est que il n'est pas expert comptable à la base, c'est juste qu'il est associé avec un expert comptable, et du coup, l'air de rien, l'expertise comptable, c'est un cercle très fermé. Et du coup, mon objectif au travers de mon concept, c'était justement de l'intégrer à ce secteur expertise comptable. Et ce que j'ai fait, c'est que je faisais un carrousel un peu humour, où je disais à chaque fois euh, des phrases un peu rigolotes situationnelles sur ce qu'on appelle la période fiscale. La période fiscale, c'est la période de bilan. Je pense qu'on est tous entrepreneurs, on a tous des bilans à faire. Cette période où l'expert comptable doit déposer les bilans, on appelle ça la période fiscale. Et il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus parce qu'on fait tous du 50-60 heures. Et donc en fait, il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus, pardon, je bégaye. Et donc je rebondissais là-dessus en faisant des anecdotes rigolotes sur ça. Mais en fait, c'est des anecdotes qui ne peuvent être comprises que par une personne qui a vécu cette situation. Et donc, par ce biais-là, j'étais capable de m'intégrer à ce secteur expert comptable. Et à chaque fois, ça faisait des 10 000 impressions, et c'est ce qui m'a permis, au fur et à mesure, l'air de rien, de monter sur la plateforme et d'avoir un maximum d'abonnés. Et depuis, il a plus de 10 000 abonnés, je crois qu'il en a 12 000, etc. Donc voilà, j'essaie de trouver un concept récurrent qui me permet d'être adopté par ma cible. Donc ça, voilà, c'est un petit tip que je peux vous donner. Évidemment qu'il y a d'autres concepts qui sont plus sur du concept de études de cas, etc. Mais j'appelle pas ça des concepts. Vraiment, c'est quel est le concept que je peux mettre en avant au sein de mon audience qui va résonner avec elle et qui va me permettre, voilà, vraiment de raisonner avec elle tout simplement et qui va me mettre en avant pour elle, qui va lui donner confiance, qui va lui dire ok, il me comprend et potentiellement derrière avec d'autres typologies de contenu, ok, est-ce qu'on va signer ensemble tout simplement. Et bah ça, je l'ai pu sur mon contenu. Il faudrait que je réfléchisse à des typologies de contenu que je peux mettre de manière récurrente, qui me permettraient de redevenir un peu plus visible et récurrent sur ça. J'ai pas d'idées comme ça qui me viennent en tête. Moi, sur cette partie marketing, etc., ce qui pourrait être intéressant potentiellement sur des campagnes marketing avec l'analyse de biais psychologiques. Le problème, c'est que beaucoup de gens le font. Donc bon, il faudrait que je réfléchisse à un concept un peu particulier. Donc je ne l'ai pas en tête, mais c'est un axe de réflexion que je devrais avoir. Mon écriture, pardon, est-elle reconnaissable sans mon nom et ma photo? Alors plusieurs choses. Si je peux faire un CTRL-C, CTRL-V sur vos contenus, le mettre sur quelqu'un d'autre, sur un concurrent, et qu'on ne se rende pas compte que c'est vous, c'est qu'il y a un problème. Comment on fait déjà pour se rendre compte que le contenu vient de vous? Honnêtement, moi, ce que j'essaie de faire déjà, c'est que vous avez un CTA de fin où vous mettez, voilà, je suis XX. Donc, je m'appelle Fabien Peduzzi, j'écris des posts LinkedIn pour les dirigeants B2B de tel secteur. Phrase toute bête. Honnêtement, soit elle est inutile sur certains posts, mais en fait elle est en bonus, c'est pas très grave. Soit sur certains posts elle est utile, donc dans tous les cas j'aurais tendance à la mettre. Et la réalité, bah, c'est qu'on regarde mon contenu, je ne la mets plus. Donc ça aussi c'est un élément que je vais remettre en avant sur mes posts. Dans tous les cas, ça a deux éléments. Un objectif de toute façon d'être euh, mis en avant par les plateformes IA, c'est-à-dire que LinkedIn, ça reste du SEO, du SEO. Donc le fait de mettre, je m'appelle Fabien, je suis ghostwriter LinkedIn, dans tous les cas, de le mettre en permanence
De toute façon, les IA vont le lire ça, donc ça a tout un intérêt à le mettre, donc c'est pas négligeable. Donc dans tous les cas, même si c'est inutile en termes de conversion, c'est intéressant en termes de SEO. Donc c'est du bonus, mettez-le. Le rythme, le vocabulaire, la manière d'écriture, bon ça je vais pas vous donner un cours sur la partie écriture, ça prendrait trop de temps, mais évidemment qu'avoir un style distinctif, au-delà du style, le style je m'en fiche un peu, le vrai sujet en fait c'est les convictions et vos prises de position, votre prisme qui fait que votre style va être mémorable. Bon, le style d'écriture, il y en a très peu qui ont vraiment un style d'écriture mémorable malheureusement, surtout aujourd'hui. Mon parcours contient-il une tension réelle? Bon, la partie storytelling, moi je déteste ça. C'est pas là où je vais être la partie storytelling personal brand, je déteste ça, donc c'est pas là où je vais être le plus mise en avant et là où je vais pouvoir vous aider. Est-ce que je mets en avant mon parcours? Non. Euh, Est-ce que je mets en avant mes failles? Non plus. C'est pas quelque chose que je veux mettre en avant, ça n'a pas d'intérêt. C'est trop personnel pour moi. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'ancien comptable devenu marketeur, par contre, c'est quelque chose qui est très simple à rentrer dans l'esprit du lecteur. Ça, c'est vrai que ancien comptable devenu marketeur, mince, je devrais vraiment le mettre en avant, et même peut-être en signature. Je l'ai déjà mis en signature pendant un certain moment, pardon. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui catch tout de suite l'attention, et en fait, en un instant, on sait que voilà, on vous revoit, ah oui, oui, je t'ai déjà vu, t'es comptable. Voilà. Bon, est-ce que j'ai. Là, c'est vraiment de la pure prétentieux. Pourquoi je le fais? Parce que je déteste être appelé comptable. Mais en réalité, si je voulais réfléchir que en termes de génération d'argent, et ben la réalité, c'est que c'est vraiment une phrase qui catch l'attention et qui, je sais, est mémorable et qui me fait sortir de l'eau par rapport à la plupart de mes concurrents. Il y en a très peu qui ont été anciens responsables de clientèle, etc., qui ont été jusqu'à l'expertise comptable, qui ont fait Bac plus 8, il y en a très peu. Donc c'est un très très bon élément à mettre en avant, et que je devrais vraiment mettre en avant, et que je ne fais pas assez. Et donc cette partie-là, je pense le mettre dans mon CTA, c'est-à-dire que je vais mettre un truc ici, l'ancien comptable devenu marketeur, maintenant on accompagne tous les professionnels de la finance et du chiffre sur la partie marketing. Voilà, par exemple. Est-ce que j'assume des failles réelles? Donc ça reste sur la partie storytelling. Ça, non. Et je m'en fiche un peu. Créer une connexion émotionnelle, donc c'est toute la partie que je n'aime pas du tout. Voilà. Les émotions que je veux associer à mon nom. Bon, moi, c'est plutôt l'humour, le reste, hein, faire rire, etc. Donc, c'est plutôt, moi, si on regarde mon profil, c'est plutôt faire rire et provoquer. Donc, provoque de manière très simple, hein, je ne suis pas un provocateur pour rien, mais je tape sur des systèmes que je n'aime pas. Donc, ça aussi, c'est trouver votre archétype, votre axe pardon, de différenciation. Est-ce que je raconte des situations plutôt que seulement des conclusions? Ça aussi, donc comme je vous disais, la mise en scène via une histoire réelle, ça sera beaucoup plus puissant que donner juste des chiffres ou des actes ou des conseils directement. Donc ça, vraiment, quand vous donnez un conseil, racontez-le au travers d'une histoire ou d'un sujet auquel vous avez été confronté, j'en sais rien. Si je dis que en moyenne, sur LinkedIn, j'ai 5 rendez-vous générés par mois. Et bah là, j'enchaîne sur mon dernier client que j'ai eu, on a eu X taux de rendez-vous bookés sur les semaines, ce qui faisait qu'il en a closé que 50%. Et du coup, on a eu 5 rendez-vous par mois en fin d'année. Il est très content, il est dans telle niche. Soyez le plus précis possible, le plus spécifique possible. Tous ces éléments de spécificité, pardon, bah en fait, ça rend l'histoire crédible, tout simplement. Est-ce que mon audience se sent comprise? Bon, bah là, ça reste tous les signaux généraux, hein. Se mettre à la place de son audience, donc les douleurs, les mots-clés, le fait de connaître le marché, à un moment donné, comme je disais, je reprends le côté Kevin Sagnier, le fait de donner toutes les anecdotes sur la période fiscale, évidemment que si vous n'êtes pas dedans, bah, vous êtes incapable de donner les anecdotes que je donnais, parce que moi, c'était des anecdotes idiotes, que ce soit sur des bugs de logiciels, sur la machine à café, sur vraiment des trucs qui font rire les gens, parce qu'on est tous sélectionnés, enfin, pardon, on est tous sélectionnés, ça veut rien dire, on est tous au courant qu'on a tous les mêmes bugs, j'en sais rien, moi qui étais commissaire au compte, bah, quand je me déplace chez un client et qu'il n'y a pas la clim, et qu'en plus on ne me sert pas le café à 8h du matin, c'est une anecdote à la con, mais je sais qu'on est beaucoup de cacs à avoir été dans ce cas. Donc ça, c'est le truc qui fait rire. Donc essayez de trouver vraiment, réfléchissez à l'audience que vous voulez toucher et les anecdotes que vous pouvez mettre en avant qui vont correspondre et qui vont résonner vraiment avec votre audience, c'est super important. Est-ce que je laisse apparaître ma personnalité au-delà de mon expertise? Ça aussi, c'est un sujet.
Je vais vous donner un cas très concret. Là, j'ai commencé avec une startup euh, il y a à peu près 3 semaines. Donc, j'interviens vraiment, on intervient en marketing global, LinkedIn, SEO, campagne de prospection. On va lancer les ads sûrement dans un futur proche. Et il me disait sur LinkedIn, lui, il veut faire que de l'expertise. Et je lui dis qu'on fera pas que de l'expertise. Donc voilà, il est comme moi, il déteste se mettre en avant, le storytelling, il n'aime pas forcément. Et il se rend compte que il est sur LinkedIn, et il me dit, mais attends, mais Fabien, en fait, tu as raison, je ne fais que lire les posts qui n'ont rien à voir avec de l'expertise. Tu as raison. Et ça, c'est super important de vous rendre compte. Faites le travail vous-même, de regarder ce que vous regardez sur LinkedIn, et vous allez rendre compte que vous-même, bah, vous regardez pas que l'expertise. Donc évidemment, vous regardez aussi la personnalité. Tiens, lui, je l'aime bien, il dit des trucs intéressants. Donc il faut vraiment réfléchir au niveau global, de mettre en avant sa personnalité, ok, son expertise, comment je le fais, son ton. Bah, en fait, de toute façon, tous les éléments qu'on a vus en avant, hein, les convictions, le prisme, le fait d'avoir un ennemi commun. Voilà, l'ennemi commun, c'est pas le fait de taper sur quelqu'un, mais c'est le fait de taper sur un système, sur un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord, vous êtes beaucoup plus identifiable. Tous ces éléments font qu'en fait, bah, vous êtes différent du marché. Mes contenus provoquent-elles une émotion cohérente avec mon offre? Même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ok, en fait, c'est juste de dire que j'en vois beaucoup sur le marché qui sont vraiment, par exemple, en mode full humour, donc, ou en mode je veux faire des vues à tout prix. Mais en fait, du coup, à aucun moment, la réalité, on les trouve crédibles pour se faire accompagner, pour qu'ils nous accompagnent sur, par exemple, j'en sais rien, si on est toujours sur LinkedIn, une personne qui va faire que des blagues, qui on va avoir un maximum de visibilité, faire 100 à 200 likes sur chacun de ses posts, est-ce que vraiment j'aurais envie de travailler avec lui sur LinkedIn pour le reste? Bah, pas forcément, en fait. Donc, c'est un vrai sujet d'avoir un contenu qui soit cohérent avec l'objectif final. L'objectif final, bah, c'est d'aller chercher du client. Le levier donner envie de nous suivre, mon audience est-elle où je vais? Ça, c'est vraiment pas le cas de chaque typologie de contenu, malheureusement. Ça, je peux le mettre en place que pour ceux, là, sur ma startup, où on est vraiment sur un truc de construction narrative d'un début. Bon, on est en création, on est en début, on est en création. Donc évidemment que là, on est dans ce truc de ce qu'on appelle bullying public. Donc on est en train de raconter nos histoires, donc le développement, les échanges avec le persona, etc. Donc là, on peut le faire. Et là, la personne sait où on veut aller. Dans la majorité des cas, c'est pas un sujet, hein. Ça, c'est vraiment la vision de l'entreprise. Bon, ça reste pour les salariés, etc. Je le mets pas tellement en avant. Une part suffisante de mes contenus aide-t-elle le lecteur sans lui demander d'acheter? Ça, c'est de moins en moins vrai, je trouve. C'était vrai à l'époque où il n'y avait pas d'IA. Aujourd'hui, avec l'IA, on est tellement perfusé par des contenus type conseil. En fait, si vous êtes capable de démontrer un résultat, avec pas mal de preuves sociales, finalement, bah, moi, j'aurais beaucoup plus confiance en une personne qui fait 1000 impressions et qui me montre un maximum de preuves sociales, même s'il ne me donne jamais de conseils, qu'une personne qui me donne tout le temps des conseils, mais qui ne me montre jamais de preuves sociales. Voilà, il ne me montre jamais qu'il est capable de me faire atteindre le résultat. Évidemment qu'il y a un juste milieu à trouver, mais c'est de plus en plus surcoté cette partie-là. Alors attention, quand je dis surcoté, ça veut quand même dire qu'il y a quand même une partie conseil à donner, mais il n'y a pas que du conseil à donner. Mes contenus permettent-ils au lecteur d'exprimer quelque chose sur lui-même? Donc ça reste sur la partie résonance, évidemment. Ai-je identifié les situations qui déclenchent le besoin? Donc ça aussi, hein, il n'y a pas de secret. Connaître un maximum son persona, tout simplement. Et taper sur les sujets qui font mal. Ça aussi, hein, c'est un sujet et il faut les connaître. Donc là, par exemple, avec la startup que j'accompagne, où justement, bah, on a des axes de réflexion sur lesquels on pense que c'est ces sujets-là qui font le plus mal. Et en fait, on vient les tester par le contenu et par la prospection. Ça aussi, c'est ça qui est intéressant lorsque vous développez une offre. De toute façon, c'est de faire aussi bien du contenu que de la prospection, parce qu'en fait, les deux viennent nourrir votre test de base avec les douleurs de base et votre Big ID de base. Et au fur et à mesure, vous allez la peaufiner. Cas très concret pour moi, pendant longtemps, j'étais en mode notoriété. Le problème, c'est qu'en fait, quand je me rends compte que j'échange avec les clients, ben, en fait, ils veulent tous générer du lead et des clients. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire prospection et tunnel de vente, tout simplement, en ayant échangé un maximum avec mon persona. Est-ce que je répète mes idées assez longtemps? Donc, c'est toujours le même sujet. Est-ce que ma Big Daddy est souvent présente? Est-ce que mes convictions, c'est souvent présente? Ça aussi, c'est un sujet. Le dernier levier, donner envie de travailler avec moi.
Donc, est-ce que le bénéfice obtenu, il est clair? Est-ce qu'il est quantifiable? Donc ça, évidemment, si on a des bénéfices chiffrés, c'est toujours intéressant. Le délai jusqu'au premier signe de progrès, OK. Donc c'est-à-dire que est-ce que donc là, si on promet X clients par mois, est-ce que je suis capable de dire qu'au bout de 3 mois, j'ai des résultats? La réalité, c'est que moi, la majorité des clients ont des résultats au bout de 3 mois. Attention, moi, je n'accompagne pas de freelance, hein, j'accompagne des dirigeants corporates, etc. Il y en a pour qui ça prend plus de temps parce qu'on ne fait pas de prospection sur certains. Donc juste en création de contenu, le temps d'installer votre autorité, etc., ça peut prendre jusqu'à 3 mois et ça, faut le savoir. Et ceux qui vous disent le contraire, bon, à un moment donné, je peux rien faire avec eux. Parce qu'on connaît la réalité des faits. Être reconnu sur son secteur, ça prend du temps. Est-ce que je chiffre l'effort demandé au client? Ça aussi, c'est vrai que je le mets pas assez souvent. Et vous pouvez le voir sur certains contenus qui disent bon voilà, ça vous prend seulement 2 heures par mois. Ça, c'est un sujet. Moi, les clients avec lesquels je travaille, en réalité, ça leur prend 2 heures par mois en tout de travailler avec moi. Donc ça aussi, ça vient contrer certaines objections de j'ai pas le temps, etc. Oui, bah en fait, on fait un entretien, on se voit en visio de 1h30, ça te prend 1h30 minutes WhatsApp par mois, suffisant. Est-ce que j'ai rendu visible tout ce que le client n'aura pas à faire? Donc toutes les objections finalement clients, de toute façon, il faut se les noter. Et quelles sont les objections que je peux traiter via mon contenu? Eh bien, je vais les traiter tout simplement. Est-ce qu'il existe une première étape à faible risque? En fait, oui. En fait, on ne demande pas par notre contenu de vendre tout de suite. On peut très bien vendre un audit, un diagnostic, quelque chose de très rapide à faire, une première étape à faible risque. Voilà, vous échangez. C'est pour ça que vous voyez beaucoup on échange 45 minutes, etc., sans engagement. Bon, est-ce que ça marche véritablement? Je trouve pas. Donc, par contre, c'est pour ça que moi je mets en avant plutôt dans la partie setting messagerie ce qu'on appelle des lead magnets, mais des lead magnets qui sont intéressantes. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un lead magnet où vous venez mettre votre profil LinkedIn et ça vous redonne un rapport complet sur votre profil LinkedIn. Sur certains clients, on a carrément un audit SEO global de leur site internet. On vient leur donner un rapport complet de tous les quick wins qu'ils peuvent mettre en avant seuls. Donc c'est plutôt des étapes que je mets en avant qui permettent de créer de la confiance. Est-ce que je communique la fidélité de mes clients? Non. Non, non, je devrais le faire, c'est vrai. Le fait de dire que j'ai clients qui restent depuis le début, qui restent depuis plus de 2 ans, bah, je devrais le mettre en avant. C'est vrai que je le fais pas. Donc ça, c'est un sujet à travailler pour moi. Est-ce que j'ai réduit le coût de bascule pour les prospects déjà accompagnés? Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est pour les prospects qui sont sur des concurrents mais qui n'ont pas les résultats atteints. Est-ce que donc si un prospect préférait votre offre et restait pourtant avec son prestataire actuel, simplement parce que changer semble compliqué, bah oui, c'est vrai. Et donc lui montrer que c'est simple. Reprise de l'historique, transfert des accès, voilà, lui montrer qu'en réalité en 2 heures, vous passez chez moi tout simplement. Bon, est-il évident de passer à l'étape suivante? OK. Donc ça, c'était pour toutes les questions que je me posais. Et là, je m'étais noté à la fin des frameworks que j'utilise plutôt sur du copywriting, mais en fait qui viennent servir aussi la création de contenu. Le premier, ça vient d'Elvaldo Albuquerque, qui est un copywriter très connu d'Agora. Agora qui est une filiale d'une entreprise très connue qui vient en fait vendre des textes de vente sur le marché principalement US. Et donc en fait, donc sur des produits financiers, pardon, quand on vient vendre au travers de textes de vente et de la newsletter des produits financiers. Et donc en fait, donc ce gars-là, Elvaldo, en fait, il a créé 10 questions sur lesquelles doit répondre votre page de vente. Donc vos 10 questions doivent répondre à ces 10 questions, sinon votre prospect ne pourra pas passer l'action. Donc en quoi est-ce que c'est différent de tout ce que j'ai vu sur le marché? En fait, cette question, elle est super intéressante aussi pour le contenu. Donc ça revient à ma Bigadi qui est différente des autres, mon mécanisme unique, ma catégorie. Donc, vous voyez, on revient sur les mêmes questions. Qu'est-ce que j'y gagne? Mettre en avant la transformation financière, opérationnelle, tout ce que vous voulez, notoriété, etc. Comment est-ce que je peux savoir que c'est vrai? Ça passe par les études de cas, la preuve sociale. Qu'est-ce qui me bloque réellement? Donc faire le diagnostic du problème derrière l'objection apparente, donc ça aussi. Pourquoi mes tentatives précédentes ont-elles échoué? Donc ça aussi. Et le faire aussi déculpabiliser, c'est-à-dire que voilà, c'est pas de ta faute, t'as pris la mauvaise méthode, t'es parti sur du SEO alors qu'il fallait de la création de contenu LinkedIn. Donc ça aussi, c'est un sujet. Pourquoi agir maintenant? Donc comment on crée le FOMO?
j'en sais rien, un cas très concret pour moi, l'IA est vraiment de plus en plus présente. Ceux qui n'ont pas de personal brand dans les prochains mois, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de créer la vôtre, parce qu'en fait, il va y avoir un mécanisme de création de contenu IA en masse, qui est déjà le cas, qui va être de plus en plus amplifié, et je ne sais même pas comment le marché va arriver dans les prochaines années. Donc voilà un peu pour vous faire peur et créer du FOMO chez le client. Donc FOMO, Fear of Missing Out. Pourquoi vous faire confiance à vous? Parcours, preuves, entourage visible, manière d'assumer vos limites. Bon, manière d'assumer vos limites, on s'en fiche un peu, c'est plutôt manière d'assumer vos idées. Hein. Hop. On va y arriver. Comment votre solution fonctionne-t-elle? Donc ça aussi, explication du mécanisme unique via des posts. Comment on peut commencer? Donc le risque de ne pas le faire, de ne pas agir, de pas voilà, donc toujours ça, hein, le risque de ne pas appuyer sur LinkedIn, voilà, bah, vous perdez tel client par X clients par mois, tel axe de notoriété, le concurrent qui prend des clients pendant que vous êtes en train de lire LinkedIn sans publier. Donc voilà, en fait, toutes ces questions-là, bah, en fait, vous vous rendez compte que toutes ces questions-là sont super importantes dans la création de contenu. Et votre création de contenu doit répondre finalement à ces 10 questions. Donc ça, c'est le framework principal. Alors j'avais d'autres frameworks que je me suis notés qui sont beaucoup moins intéressants pour moi. Donc l'équation de la valeur d'Ormozzi, résultat rêvé fois la probabilité perçue de l'atteindre. Donc ça aussi, finalement, c'est des éléments à mettre en avant. Le délai, l'effort et le sacrifice, comme on s'était dit, voilà, en 2 heures par mois. Le résultat rêvé qu'il faut mettre en avant. La probabilité perçue de l'atteindre, bah, ça passe par le fait que, voilà, sur les clients, on a 90% de réussite, j'en sais rien. Vous voyez, tous ces éléments-là à mettre en avant. Donc, qu'est-ce que mon audience peut obtenir? Pourquoi peut-elle raisonnablement croire qu'elle l'obtiendra? Quand pourra-t-elle constater les premiers effets? Quel effort devra-t-elle réellement fournir? Donc, toutes ces questions doivent être répondues au travers du contenu. L'équation de la confiance de David Meister, Charles Green et Robert Galford. Confiance égale crédibilité plus fiabilité plus proximité divisé par l'intérêt personnel apparent. Donc, crédibilité, là, on répond toujours à la même question, donc je ne vais pas forcément aller sur la suite. Les 4 forces, je m'en fiche un peu. Les 5 niveaux de conscience, donc ça c'est super important par contre. Les 5 niveaux de conscience de Gene Schwartz, pardon. Alors les 5 niveaux de conscience, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le prospect n'a pas forcément le même niveau de conscience par rapport à votre solution. Il y en a certains qui vont savoir qu'ils ont un problème de génération de leads qui ont juste un problème de génération de leads, mais qui à aucun moment vont considérer que la solution c'est LinkedIn et que au sein de LinkedIn, à aucun moment ils vont vous avoir considéré vous. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il y a des gens qui sont inconscients, des gens qui sont un peu plus conscients, qui sont conscients de leurs problèmes, des gens qui sont conscients de la solution, des gens qui sont conscients que vous êtes la solution pour résoudre leurs problèmes. C'est ça qu'on appelle les 5 niveaux de sophistication du marché, donc les 5 niveaux de conscience du marché. Et en fait, nous, notre objectif, on considère que les gens qui sont vraiment dans cette dynamique de passer l'achat, ça correspond à 3% de l'audience. 3%, c'est très faible. Et c'est pour ça qu'au travers de mon contenu, je ne m'adresse pas uniquement au segment de marché qui sait que la solution c'est LinkedIn et que il faut qu'il prenne un ghostwriter et qu'il sait que ça va coûter cher et que il faut qu'il passe par moi. Non, il faut quand même que j'ai une partie de ma création de contenu qui va s'adresser à une cible plus large, donc qui a toujours un problème de génération de leads, mais qui sait que potentiellement LinkedIn peut être solution, mais il n'en est pas convaincu. Donc je fais un travail éducatif sur le fait de montrer que LinkedIn, vous pouvez avoir de très bons résultats sur LinkedIn grâce à la création de contenu et à la partie setting et prospection. Donc j'ai un travail éducatif à faire sur une partie de la cible. Pour autant, évidemment que je vais quand même axer mon contenu sur la cible chaude des 3%. Donc il y a un juste milieu à avoir, et c'est pour ça que je dis à mes clients que je ne peux pas garantir des résultats d'un client à l'autre, parce que d'un client à l'autre, on se rend compte qu'il y a un travail plus ou moins important d'éducation à faire sur votre solution. Et évidemment qu'en fonction de ça, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et ça, j'ai l'impression que personne n'en parle, on vend tous le 100% de réussite sur le marché. Bon, ça c'est un autre sujet. Le principe du signal coûteux, la théorie du signal. Combien cette preuve coûterait-elle à fabriquer si elle était fausse? Bon, ça aussi, de toute façon, on va être de moins en moins à même de croire les preuves juste écrites, et c'est pour ça que la preuve vidéo est de plus en plus importante et que malheureusement, ça, c'est un sujet de travail à faire pour moi. Autant la vidéo, ça va être dur à falsifier, autant la preuve écrite de mettre les WhatsApp, je peux vous assurer que tout le nombre de WhatsApp, de messageries LinkedIn qui sont faussées, enfin, c'est juste incroyable.
et les 10 questions qu'on avait dit sur Elvalo. Donc voilà, en fait, toutes les questions-là, finalement, je dois y répondre au sein de mon contenu. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire sur une temporalité d'une semaine que j'ai répondu à un maximum de questions au travers de mon contenu. Et c'est ça qui va me permettre finalement d'être désirable pour mon client finalement. De dire, bah, lui par rapport à un autre, voilà, forcément que j'ai envie de travailler avec lui. Il a des preuves sociales, il a un point de vue unique, il a un axe différenciant. Enfin voilà, tous ces éléments-là, il est recommandé par des clients. Voilà, tous ces éléments-là font que pour la plupart de mes clients, en fait, ils ont déjà cette notoriété, ils ont déjà des preuves sociales, ils ont déjà des clients, ils ne mettent pas en avant, ils ont déjà un entourage qui pourrait mettre en avant. Enfin, il y a tellement tout un tas d'éléments sur lesquels vous pouvez surfer et que vous ne mettez pas en avant. Et je trouve ça très intéressant, en fait, de se le rappeler de temps en temps, de se le mettre en checklist. Parce qu'en fait, on l'oublie tout simplement. Et même moi, mon contenu, si vous regardez mon contenu des derniers mois, et ben je ne le fais plus. Je suis rentré dans une routine où j'écris un peu à l'instinct. Et en fait, je me suis éloigné au fur et à mesure de ce qui me permettait de convertir. Donc ça, ce travail-là, de toute façon, le Word, évidemment, que vous allez recevoir, hein. Vous avez juste à cliquer en lien de la description de la vidéo YouTube et vous aurez tout le document pour vous aider sur votre création de contenu avec la checklist globale de fin sur le Word. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Je pense que je ferai une vidéo 2 où moi je remplirai toutes les cases pour vraiment comprendre comment moi j'ai rempli, comment moi j'ai fait ce travail. L'objectif c'était vraiment déjà d'avoir une vision un peu générale de qu'est-ce qui vient créer la désirabilité chez un potentiel prospect. J'espère que ça a pu vous aider. On a pas mal bafouillé, de toute façon je l'ai fait un peu à l'arrache, mais c'était un peu l'objectif aussi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.